Bonjour Jean-Philippe Hameux. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IESEG, une école de commerce privée reconnue d'intérêt général, et vous estimez que l'enseignement supérieur n'a pas d'autre choix que d'être payant, sauf pour certaines filières, par exception. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces besoins ne peuvent plus être couverts par les États et de combien aurait-on besoin en France ? Il se trouve que nous assistons à une transformation de la société, mais pas seulement en France, c'est au niveau mondial et des appareils productifs, où on doit mobiliser de plus en plus de capital humain. Capital humain, donc ce sont notamment des compétences, des savoir-faire qu'on va retrouver avec l'enseignement supérieur, la recherche par exemple, et on concentre de plus en plus d'efforts au niveau mondial sur l'investissement en capital humain, et partout dans le monde, les études supérieures coûtent de plus en plus cher. Donc ça, c'est une chose. Après, la question est de savoir, est-ce qu'on peut financer cet effort considérable qu'on doit faire si on veut être dans la course de la compétition mondiale en tant que nation, mais aussi pour chacune des entreprises, mais aussi pour chaque Français, c'est-à-dire d'avoir une qualification qui répond aux besoins du marché, c'est-à-dire éviter le chômage. Je pense qu'il y a un effort considérable à faire, qui est de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, probablement au moins 5, pour amener notre enseignement supérieur au bon niveau. 5 milliards d'euros chaque année en plus. Voilà. Alors, peut-être pas dès la première année, mais établir un modèle de développement qui permette, au bout de quelques années, d'avoir 5 milliards d'euros de plus pour l'enseignement supérieur. Essentiel déjà parce qu'on va accueillir plus d'étudiants. Indispensable aussi de trouver des nouvelles solutions parce que l'État est dans une situation d'endettement de 2 000 milliards d'euros de dette et un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés du monde. Donc on se dit cet effort additionnel indispensable, on ne le résoudra pas en termes de solutions avec les finances publiques. Donc il faut trouver un autre modèle et c'est pour ça que je propose un modèle plutôt à l'australienne qui je crois est assez vertueux. Alors le modèle australien, expliquez ce que c'est. Donc le modèle du prêt à remboursement contingent, pour simplifier la traduction, c'est des études gratuites, on fait les études que l'on veut, on ne paye pas, c'est l'accessibilité totale et on paie seulement si on a un bon emploi plus tard. Donc en dessous d'un certain niveau de revenu, on ne paye jamais ses études. À partir d'un certain niveau de revenu, en Australie, on affecte 4 à 8% de son revenu au remboursement de ce qu'on appelle un prêt à remboursement contingent. Donc ça permet un financement durable de l'enseignement supérieur. En tout cas, l'OCDE a noté que c'était le modèle qu'il fallait privilégier. En Australie, ça permet depuis 1989, mise en place de ce dispositif, d'avoir une croissance très importante. 0 année de récession, d'avoir un taux de chômage infime et on a la création d'un capital humain conséquent chaque année pour un pays qui était concentré sur le primaire, donc les mines et l'agriculture, qui se transforme rapidement et qui est un secteur de l'enseignement supérieur qui est devenu un des plus attractifs au niveau mondial. Et la France peut faire cela. Elle peut le faire, mais est-ce qu'il faudrait que ce soit une règle générale ou est-ce que c'est valable pour les études de business, de droit, etc., mais pas forcément parce que si l'État a besoin d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignants, est-ce qu'ils ont à payer plus tard pour cette formation ? Effectivement, la question, c'est quelle doit être la contribution de l'État versus la contribution du bénéficiaire de la formation. Les études de l'OCDE, qui sont publiées chaque année en septembre, montrent qu'à l'issue de la formation, on a un bénéfice public et un bénéfice privé. Le bénéfice public est important parce qu'il y a plus d'impôts payés, parce qu'on a des bons revenus si on a fait une bonne formation, moins de chômage, même moins de problèmes de santé. Donc pour l'État, c'est gagnant. Donc c'est logique que l'État contribue significativement au financement de l'enseignement supérieur. Et pour moi, il doit contribuer au moins autant qu'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de substituer le financement privé au financement public comme les Anglais l'ont fait. Par contre, il y a un bénéfice privé qui peut se compter le plus souvent en centaines de millions d'euros. Ce n'est pas aberrant que ceux qui ont bénéficié de la formation renvoient l'ascenseur. Mais à l'instar de l'Australie, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est dire en fonction du domaine d'études, la contribution privée-publique, c'est-à-dire étudiants versus de l'État, n'est pas forcément la même. En Australie, ça va de 30 à 70%. Moi, je pense que même on pourrait peut-être aller de 20 à 80%, c'est-à-dire que certaines formations en Australie sont financées à 70% par l'État et par les diplômés s'ils ont des revenus suffisants, s'ils n'en ont pas suffisamment à concurrence de 30%. Mais par exemple, pour les études de business ou de droit, en Australie, c'est l'étudiant qui devra payer, une fois diplômé, 70% du coût et l'État seulement 30%. Ce qui permet une régulation en fonction des besoins de la société. Et ça me paraît plutôt intelligent comme démarche. Jean-Philippe Hameux, merci beaucoup pour votre analyse. Merci.